C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons dans cette émission. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mot à Mot. Nous avons le réel plaisir, disais-je, de réaliser ce nouveau numéro avec un invité qui correspond bien avec la vision de notre émission, un invité qui est connu pour son franc-parler. Il est professeur, il est spécialiste en cancérologie médicale, il est aussi écrivain. Mesdames et messieurs, nous recevons le professeur Jean-Bernard Pambon, qui n'est presque plus à présenter pour ceux qui suivent les médias, pour ceux qui lisent aussi les ouvrages. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous ici parce qu'on est dans votre domicile et merci d'avoir accepté notre invitation de passer dans Mot à Mot. Professeur, vous êtes spécialiste en cancérologie médicale, vous êtes aussi écrivain, mais ce qui attire notre attention en premier, c'est de voir un médecin qui s'intéresse beaucoup à la littérature, un médecin qui écrit beaucoup. D'où vous vient cette passion pour l'écriture? Alors, est-ce que je suis réellement écrivain? Je peux me poser la question. Mais je me définis plutôt comme un griffonneur et j'ai eu l'occasion de le dire à un grand écrivain congolais dont je pouvais taire le nom. Alors, le tout remonte au début des années 2000. Voilà que je me retrouve à la Sorbonne avec le professeur Lefoba pour participer à un congrès sur les confins de la contradiction. Et au sortir de cette réunion, de ce grand meeting, ce frère m'a dit, un professeur, ça doit écrire des livres. On ne peut pas être professeur, on ne peut pas écrire des livres. On ne peut pas être professeur pour ne faire que de la médecine. Un professeur doit avoir une vision holistique de la société. Donc, il faut écrire des livres. Ça m'a beaucoup perturbé. Puis j'ai dit, bon, on va essayer de griffonner des choses. Mais il a fallu du temps pour que tout ce qui était derrière soit placé devant. Et voilà comment, doucement, doucement, j'ai commencé à écrire des livres. J'ai commencé à griffonner. Parce que ce serait prétentieux de dire que je suis écrivain, je suis plutôt un griffonneur. Voilà, ça a commencé au début des années 2000. Voilà. Alors, parmi vos nombreux livres, j'ai un entre mes mains ici. Il s'intitule « Quand la vie reprend ses droits ». Conversation entre un oncologue et une patiente guérie du cancer. Ce livre, j'ai eu la chance de le lire pendant quelques jours. Mais il y a une chose aussi qui attire l'attention, c'est que ce livre a été préfacé par deux personnes différentes, un spécialiste et une personne externe. Pourquoi ce choix d'être préfacé deux fois? Parce que c'est un peu atypique. Ça existe, mais c'est atypique. Alors, vous savez, moi je fais la cancérologie depuis 1944. Quand j'ai commencé la cancérologie, on guérissait au Congo-Brazzaville un cancer sur 10. Aujourd'hui, on en guérit 4 à 5 sur 10. Nous sommes encore loin des standards internationaux. Il faut qu'on arrive à en guérir 8,5 sur 10. Mais dans 20 ans, on arrivera à guérir quasiment tous les cancers. Donc, il m'est arrivé de converser avec des personnes guéries du cancer. Et j'ai échangé avec un collègue, en même temps ami, qui est le professeur Adoubi. C'est le patron de la chaire de cancérologie de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, écoute, Innocent, je viens de converser avec une dame, je vais écrire un livre. Est-ce que tu veux en faire la préface? Il a dit oui. Mais il est professeur de cancérologie. J'ai voulu qu'il y ait un regard autre que celui d'un cancérologue. Et je suis tombé sur M. Armel Silver, qui a accepté d'écrire la deuxième préface. C'est atypique, oui, je vous le concède, mais je voulais qu'il y ait un regard extérieur à la cancérologie, parce que lui aussi, il vit dans une société où il côtoie les malades atteints de cancer. Professeur, bonjour. Bonjour, madame. Donc, quand la vie reprend ses droits, vous avez choisi Claudine comme personnage principal. Claudine, c'est votre femme ou encore une personne réelle? Alors, Claudine, c'est un prénom d'emprunt, mais c'est une personne, une patiente que j'ai suivie dans mon service, que j'ai guérie du cancer. C'est une dame cultivée, enseignante au lycée, très accro à l'information, et qui, à nos côtés, s'est battue pour guérir de son cancer. Et quand elle a pris l'annonce de sa maladie, comment elle s'est comportée dans l'ouvrage? Alors, il faut dire que le cancer, je vais dire les cancers, parce qu'après le cancer, sont des cancers. Plusieurs cancers. Sont des maladies qui portent des noms et prénoms différents. Mais lorsqu'on vous annonce que vous avez un cancer, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est très difficile. Tout se bouscule dans la tête. Mais il n'y a pas que le malade qui est bousculé. Il y a également la famille. C'est toute la famille qui est désemparée. Mais il faut savoir accompagner l'annonce. On n'annonce pas le cancer n'importe comment.
C'est dans une structure organisée devant un parterre d'individus, essentiellement parfois l'infirmier, le psychologue, et on prend le temps de dire aux malades le diagnostic, mais avec les termes simples pour qu'ils comprennent. Annoncer, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Si j'annonce que vous avez un cancer, je vais être en capacité de vous dire, voici le projet thérapeutique. Sinon, ça devient très compliqué. Mais quand vous avez annoncé que vous êtes porteur d'un cancer et que derrière, on peut faire des investigations, on va faire le traitement, et qu'à la suite du traitement, vous avez des fortes chances de guérir, la personne adhère à ce discours-là et la personne devient un élément de lutte contre la maladie. Alors, lorsqu'on lit également ce livre, l'on comprend qu'il met en relation la médecine et l'humanité. Lorsqu'on observe la société, lorsqu'on observe à Brazzaville les hôpitaux, comment, par exemple, il y a des déviations de comportement, des problèmes d'éthique au niveau des hôpitaux, les médecins qui ne se comportent pas bien, comment vous, en tant qu'auteur de ce livre-là, vous appréciez ce qu'on observe aujourd'hui dans les hôpitaux, les comportements déviants? Je vous trouve un peu sévère lorsque vous parlez des médecins. Mais le médecin, vous n'allez pas le sortir de la société comme un extraterrestre. Le médecin vit dans la société qui est la nôtre. C'est une société aujourd'hui qui est défaillante. Si vous parlez des bébés noirs aujourd'hui, mais hier, il n'y a pas des bébés noirs. Aujourd'hui, il y en a. Mais c'est quoi le soubassement? C'est souvent la misère sociale. Le médecin, il sort de quelque part, il a une éducation, il arrive dans un milieu donné. Mais s'il a été mal élevé, il va entraîner cette mauvaise éducation là où il sera. Mais Dieu merci, heureusement qu'il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas de comportement déviant. Je les vois au quotidien, je suis patron de médecine, donc je sais pourquoi je parle. Il y en a très peu, c'est une frange marginale, les médecins qui se comportent mal. Professeur, est-ce qu'aujourd'hui la question liée à l'éthique est un défi aujourd'hui d'abord pour la médecine et pour d'autres métiers? Vous savez, tout le monde parle d'éthique et de déontologie, mais il y a l'éthique partout. Pourquoi vous voulez mettre l'éthique au niveau de la médecine? Il y a l'éthique partout, il y a l'éthique au niveau de la police, il y a l'éthique au niveau des agents des impôts, il y a l'éthique au niveau des agents du trésor, il y a l'éthique au niveau des gendarmes, il y a l'éthique au niveau des douaniers, il y a l'éthique partout. Au niveau de la médecine, parce que ce sont des vies des gens, moins d'erreurs, c'est une perte en vies humaines. Encore une fois, je suis heureux qu'il n'y ait pas trop de déviants en médecine. Ce serait une catastrophe. Vous voyez, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent parfois dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui arrivent à nous guérir. Mais il faut que nous créions les moyens pour qu'ils travaillent dans un environnement qui nous permette de guérir de nos maladies. Mais s'ils n'ont pas les outils, s'ils n'ont pas les moyens, c'est difficile. Il faut que nous leur donnions des moyens pour qu'ils travaillent. Moi, quand j'ai commencé la médecine, à l'époque, il y avait des patrons qui s'appelaient les Bouramoué, les Itouanga Sori. C'était la belle époque de la médecine, on avait des plateaux techniques et on faisait la vraie médecine. Aujourd'hui, sans plateau technique, c'est difficile de faire la médecine. Donc, il faut rendre hommage à ces jeunes gens qui, dans des conditions parfois très difficiles, font de la médecine et qui sauvent des vies humaines. Il faut leur tirer leur chapeau. Alors, professeur, on revient sur le cancer. Vous êtes spécialiste dans la matière. Comment vous regardez aujourd'hui le traitement, la prise en charge des patients atteints du cancer au Congo? Alors, on a fait d'énormes progrès. Beaucoup de progrès. Quand j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, la cancérologie en 1984, vous l'étiez peut-être pas encore né, on guérissait très peu de malades. Le plan technique était très insuffisant, il y avait très peu de praticiens du cancer, le personnel était sous-formé. Et chemin faisant, aujourd'hui, on en arrive à guérir beaucoup. Parce qu'on connaît de mieux en mieux la biologie des cancers, on sait comment on traite les cancers. Même les cancers les plus difficiles aujourd'hui, on a des arguments, on a des éléments, on a des armes pour y faire face. Mais on a beaucoup progressé. Mais dans 20 ans, comme je vous l'ai dit, on arrivera peut-être à guérir tous les cancers. Parce que, par quel mécanisme, par exemple? Parce que les traitements sont devenus de plus en plus performants. Aujourd'hui, les traitements sont personnalisés. On peut être porteur d'un cancer. Vous avez le même cancer que moi, mais on ne sera pas soigné de la même façon. Ce sont des traitements personnalisés parce qu'on connaît le profil moléculaire de chacun d'entre nous, le profil moléculaire de la maladie. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de garantir un traitement personnalisé. Donc, comme on connaît de mieux en mieux la biologie des cancers, comme on connaît de mieux en mieux toute la structure moléculaire de nos cancers, donc on peut proposer des traitements à la carte. Et grâce à l'IA, grâce au big data, grâce aux innovations technologiques, quand on arrivera à matcher toutes ces informations, mais nous aurons les meilleures solutions pour soigner les cancers. Et nous y sommes déjà. Je vous ai dit, dans 20 ans, si je suis encore de ce monde-là, vous me poserez la question, je serai certainement déjà vieux,
Mais vous allez dire, mais professeur, nous avons parlé de ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, on arrive à guérir quasiment tous les cancers. Professeur, le problème du cancer au Congo, c'est aussi le fait que les malades arrivent lorsque la maladie est avancée. Les gens arrivent à l'hôpital quand la maladie a déjà beaucoup évolué. Quels sont, par exemple, selon vous, les signes du cancer, par exemple du sein et du cancer colorectal, et même du cancer du col de l'utérus pour une femme? Non, les signes sont disparates. Les signes d'alerte. Les cancers n'ont pas les mêmes signes. Bon, on commence par le cancer du sein. Alors, le cancer du sein, oui. la dame commence par découvrir qu'elle a une boule dans le sein. Elle est en train de prendre sa douche, elle est en train de passer le lait sur le corps, elle va ressentir parfois une voussure au niveau du sein. C'est pas normal. Elle n'a jamais eu ça. Ça va l'alerter. Parfois, elle se tait. Mais parfois, elle informe son mari. Mais ça peut prendre 1 mois, ça prend 2 mois. Il y en a chez qui ça prend même 1 an. Mais quand vous avez ça, allez voir votre gynécologue. Il n'est pas normal que vous ressentiez dans votre sein une boule et que vous n'en parlez pas à votre médecin. Il peut arriver qu'une dame observe un écoulement sérosanguinolent au niveau du mamelon. Ce n'est pas normal qu'il y ait du sang au niveau du mamelon. Ça aussi, il faut aller voir votre gynécologue. Ça peut être un signe d'alerte. Il y a des dames qui ont parfois des boules dans le sein qui évoluent depuis très longtemps. La peau devient très luisante. Pour elles, cette peau orange, là, cette peau qui brille, c'est une très belle peau. Non, c'est la maladie qui est là. Il faut aller voir votre médecin. Ça, c'est pour le sein. Pour le cancer du col de l'utérus, le premier symptôme, c'est quand même le saignement. Vous voyez, c'est parfois des saignements après un rapport sexuel. Il n'est pas normal, après que vous ayez eu un rapport sexuel, que vous vous mettez à saigner. Donc, si allez voir votre gynécologue. Pour le cancer colorectal, c'est parfois la constipation opiniâtre qui dure des mois et des mois. C'est parfois un saignement au niveau anal. Là aussi, on confond avec les hémorroïdes, mais allez quand même voir votre médecin. Ce sont des signes d'alerte. Vous revenez au niveau de la peau, pour avoir ce qu'on appelle un grain de beauté qui est noir, qui commence à grossir et qui commence à s'ulcérer et qui commence à saigner. Ce n'est pas normal. Ça peut être un mélanome qui débute. Allez voir un médecin. Donc, les signes sont épars. Il y en a beaucoup. Mais souvent, ces femmes ont peur d'aller parce qu'on a peur d'affronter peut-être la réalité. Dire à une femme que toi, tu as atteint le cancer, souvent, c'est mal reçu. Non, le discours aujourd'hui est structuré. Il ne faut pas donner le diagnostic comme ça. Il faut l'entourer de précautions. Je voudrais vous dire que vous êtes porteuse d'un cancer, mais si les restes, je ne vous dis pas ce qu'on va faire, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous traumatiser inutilement. Le cancer aujourd'hui fait partie des maladies qu'on arrive à guérir. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'idéal serait de venir très tôt au début de la maladie. Parce que quand la maladie, vous ne la prenez à un stade très évolué, parfois les traitements deviennent difficiles. Là, on allait faire un tout petit traitement, on commence à faire des traitements très compliqués qui vont coûter énormément cher. Donc, il faut, dès que vous observez quelque chose, allez voir votre médecin, n'ayez pas peur. Venez voir le spécialiste, pas forcément le professeur commun. Plus avant d'arriver chez le professeur commun, il y a encore beaucoup de médecins qu'il faut voir. Moi, vous me voyez à un moment ultime, à la limite, ce n'est pas nécessaire de me voir, puisqu'aujourd'hui, j'ai formé des dames et des hommes capables de gérer ces cancers-là. Il y en a même qui sont réputés même plus compétents que moi. Je leur donne le maximum. Il y a toujours un tout petit peu qu'on ne donne pas. Ça, on garde pour soi. Quand j'ai lu l'ouvrage, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le professeur parlait comme un pasteur, en demandant aux gens d'avoir une mentalité parce que tout peut arriver à un moment donné. Aujourd'hui, vous pouvez être en bonne santé et demain, vous pouvez tomber malade. Pourquoi cet évangile? Non, ce n'est même pas une question d'évangile. Vous savez, moi, je suis cancérologue. Je gère des pathologies les plus complexes. Je ne dis pas que tous les cancers sont complexes. Donc, je gère des fragilités humaines. Je vois les gens mourir chaque jour. Je peux être avec vous, je sais que dans une semaine, vous allez mourir, mais vous ne savez pas, vous. Je sais que vous allez décéder, mais vous ne savez pas, vos parents ne le savent pas. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut qu'on fasse ce qu'on j'appelle aujourd'hui la conception intégrative. Ne plus parler que de ce que nous savons sur le plan de la science, mais d'apporter ce qui est autre que la science pour améliorer tout le confort des malades, parfois au stade de la maladie. Alors, professeur, il y a un autre livre, vous avez déjà évoqué en amont ce livre-là, Pour une fin de vie digne, plaidoyer pour le développement des soins palliatifs en République du Congo. Qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message ici dans ce livre? Alors, en fait, ce livre fait le plaidoyer de la mise en place d'une loi sur les soins palliatifs
On ne peut pas, dans un pays moderne comme le Congo, laisser nos parents, nos frères, nos sœurs mourir dans l'indignité. Vous savez, quand vous avez un cancer, il n'y a rien de plus atroce que vous mourrez dans la douleur. Vous mourrez dans vos saignements. Vous mourrez parce que vous vomissez. Aujourd'hui, on a des éléments, on a des armes pour accompagner les malades. Et ça, c'est au niveau des soins palliatifs. Là, vous me donnez l'occasion de rendre hommage à la sœur Eliane Boukaka, qui, il y a un peu plus de 20 ans, a eu l'intelligence de commencer à parler des soins palliatifs dans ce pays. Elle est la première. La fondation ACA, c'est elle qui l'a créée. Bon, sauf qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup de monde autour d'elle. Mais elle s'occupe beaucoup plus de malades à domicile. On y apportant de la morphine, on y apportant des médicaments pour lutter contre les vomissements, en faisant des pansements. Mais nous, au niveau de Polybras, on a ouvert 10 lits pour gérer ces malades-là. C'est-à-dire qu'on peut nous envoyer des malades en fin de vie, mais il n'y a pas que les malades porteurs de cancer. Ça peut être des gens qui ont fait des AVC, que les parents n'arrivent plus à gérer à la maison. On peut nous les amener ici et ils restent dans un confort. Puisqu'on est dans un hôpital, mais en même temps, on est à la maison. Il y a du monde qui s'occupe de ces gens-là pour améliorer leur confort, pour soulager les familles. Merci beaucoup. Professeur, est-ce que finalement, le livre est devenu pour vous un moyen pour faire passer le message aux autorités? Non, je ne parle pas des autorités. J'écris d'abord pour moi-même. Un professeur ne doit pas mourir comme un homme ordinaire. C'est aberrant. Quel est l'intérêt d'être professeur de ne pas laisser quelque chose pour la postérité? Parce qu'on a l'impression que ce livre-là est destiné aux autorités du pays. Ce livre-là est ciblé. Le message, il est ciblé. Non, il n'y a pas que les autorités. Il vous est destiné également. Qu'est-ce que vous faites de votre maman qui est en train de mourir dans un lit avec des douleurs atroces? Vous n'arrivez pas à la gérer. Il faut qu'on crée les conditions pour qu'elle soit reçue dans un environnement où on peut l'accompagner. Il s'agit de ça. Il s'agit de proposer aux autorités, à la société, qu'on mette en place, qu'on vote une loi, qu'on prenne une loi pour créer les soins palliatifs, pour les encadrer. Parce que si on met en place cette loi, si demain il y a des structures de soins palliatifs, mais MTN par exemple peut dire, moi j'ai une fondation, je peux accompagner cette structure-là pour prendre en charge des malades en fin de vie. Parce que tout le monde n'a pas d'argent pour gérer les malades en fin de vie. Ça a quand même un coût. Si on dit que le lit, avec tous les traitements, vous coûte 50 000 francs par jour, et qui peut payer ça? Vous voyez, vous avez une fondation comme celle de la SNPC, encore que mon frère Raoul Oming a fait du très bon travail, mais il peut accompagner ces malades-là. Il peut dire, bon, l'autorité, moi je décide d'allouer à telle structure qui gère les soins palliatifs une telle somme pour s'occuper à peu près de 200 malades par an. Mais naturellement, il faut être transparent. Il doit mettre en place une petite structure connexe pour venir regarder ce qui se fait. Il n'est pas question de donner l'argent pour son Kwambo pour qu'il aille faire ses champs. Non. L'argent doit être donné pour aller vers les malades, pour aller vers le soin. Il s'agit de ça. Professeur, un autre ouvrage, ce livre-là a fait parler de lui. Il s'intitule « Le Covid-19 et moi », le commandant médecin contre le coronavirus à Brazzaville. Ce livre est sorti à la période du coronavirus, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de ce phénomène-là? Est-ce qu'on peut parler de cette pandémie de coronavirus? Parce qu'il y en a qui considèrent jusqu'aujourd'hui que ce corona était un leurre. Ce n'était pas vrai. Ben, écoutez, je suis désolé pour eux. Parler de soi n'est jamais bien. Le Souba avait dit, il est hérétique d'être parfois en avance sur les autres. Il se fait que Jean-Bernard Nkwambo a été le premier lanceur d'alerte du Covid dans ce pays. Il n'y a personne de témoin. Et quand ça a commencé, c'est un de mes fils en Belgique qui m'a interpellé. Et moi, j'ai interpellé le professeur Bideko qui était inspecteur de la santé à l'époque. Je lui ai dit, Bideko et moi, nous sommes des frères amis, et on a fait la médecine ensemble. Je lui ai dit, Richard, dis-moi, si par extraordinaire on nous dit qu'il y a le Covid dans ce pays, comment on fait? Et il était pas au courant. Il me dit, appelle le docteur Konkou de la santé publique pour la question. Voilà comment la lutte a commencé. C'est après cette interpellation-là qu'on a commencé à mettre en place la structure pour lutter contre le Covid. Moi, je dis le Covid-19. Il y a des gens qui disent la Covid-19. Ben, je vous dis, cette maladie a existé dans ce pays. Moi, j'ai failli en mourir. J'ai été sous oxygène à Léono. J'ai eu la chance extraordinaire d'avoir été le directeur de Léono à l'époque. Donc, j'ai eu la bienveillance de tout mon personnel qui était encore là, qui s'est occupé de moi. Et puis, il y a des médecins qui m'ont pris en charge, qui m'ont aidé à passer le cap. Sinon, je mourrais. Il y a eu des morts du Covid. Quand vous dites le Covid et moi, c'est votre relation avec le Covid ou c'est des recherches que vous avez faites
pour le Covid? Non, dans le Covid et moi, c'est ce que j'ai vécu pendant que j'étais malade. Hein, c'est mon passage à Léono, naturellement, tout ce que j'ai vécu, et puis quelques petites luttes organisationnelles pour la prise en charge des malades à l'époque. Bon, c'est une maladie qui venait de naître, personne n'avait la compétence pour la gérer. Donc, on tâtonnait. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai écrit un livre, hein, le récit du Covid. Oui, qui va paraître. C'est même une Bible, là, c'est le manuscrit qui va paraître d'ici là. Ouais. Donc, il va être préfacé par mon ami Didier Raoul, que je verrai très récemment d'ailleurs à Marseille. Mais, donc, j'ai suivi hein, l'histoire du Covid jour après jour, quand j'étais en confinement en Belgique. Et quand je suis revenu, malheureusement pour moi, l'homme qui a suivi l'histoire du Covid lui-même a été frappé par le Covid. Bon, et j'ai failli passer de l'autre côté à cause du Covid. Et quel était le message dans cet ouvrage principal? Quel est l'intérêt des Congolais? Alors, d'abord, c'est pour dire que la maladie existe, pour qu'on ne dise plus que c'est un leurre. Deuxièmement, que si on est pris en charge, on peut en guérir. Et troisièmement, qu'on pouvait mieux organiser la lutte contre le Covid. C'est le message dans ce livre. Parlons du Covid, jusqu'alors au niveau de l'Europe, il y a des gens qui pensent que la maladie existe, mais ici au Congo, on n'en parle plus. En tant que professeur, que dites-vous? Non, le Covid existe toujours, mais c'est devenu une grippe banale. Il y a des gens qui font le Covid tous les jours ici à Brazzaville, mais c'est une grippe totalement banale. Le virus a beaucoup muté, et donc il est de moins en moins agressif. Et puis on sait comment on soigne aujourd'hui. Professeur, aujourd'hui avec beaucoup de recul, est-ce qu'on peut dire que cette maladie, cette pandémie Covid, on a un peu tâtonné dans ça, on l'a mal appris, et puis on a été trop dans l'amateurisme dans le traitement de cette pandémie ici. Parce qu'après, vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on traite la Covid ou le Covid comme une simple grippe. Mais c'était une nouvelle maladie, personne ne la connaissait. C'est quelque chose de brutal qui nous arrive. C'est une petite bestiole qui vient de la Chine, qui vient déranger tout le monde. Donc, on a mis en place des comités scientifiques à gauche, à droite pour essayer de gérer la maladie, mais personne ne connaissait la maladie. Donc, c'est normal qu'on ait tâtonné. Et c'est normal qu'on ait commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, avec le recul, quand j'écoute le discours de mon ami Didier Raoul qui a été ostracisé, il avait totalement raison. Même les traitements qu'il avait proposés, qui avaient été battus en brèche, c'est les mêmes traitements. Moi, j'ai été soigné par le protocole de Didier Raoul. C'est ça qui m'a sauvé. Donc, ce n'est pas la faute des gens. On ne connaissait pas la maladie. Quand quelque chose n'est pas connu, elle est forcément mal nommée. Quand la chose est mal nommée, elle est mal gérée. Donc aujourd'hui, on connaît de mieux en mieux la maladie, on connaît de mieux en mieux les effets secondaires des vaccins. Parfois, on a eu des vaccins qu'on ne devait pas recevoir. Moi, j'ai été confiné en Belgique, j'ai pris les 3 doses du vaccin. C'était difficile, je pouvais y échapper. Mais moi, j'ai un fils qui n'a jamais été vacciné. Hein? En Belgique, il n'a jamais été vacciné. Tous ses frères ont été vaccinés, sauf lui. Il avait peur du vaccin ou ça ne faisait pas confiance? Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il écoutait les complotistes, il ne voulait pas. Voilà, professeur Kambo, on a dit au début que vous écrivez beaucoup d'ouvrages. On a un échantillon ici, sans doute. Il y a d'autres ouvrages qui vont arriver dans quelques années. J'ai en face de moi un autre livre, Le parcours d'un enfant de Poto-Poto, Lindoubil. Ça, c'est votre photo, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Le livre. Quand j'avais 5 ans, 6 ans. 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message? Est-ce que c'est un livre autobiographique? Ou, oui. Autobiographique, vous parlez de votre parcours à Poto-Poto? Oui. Voilà. Quel est justement l'élément marquant ici dans ce livre? Alors, c'est un hymne à l'abnégation, c'est un hymne à la résilience, c'est un hymne à l'effort. Vous voyez, ce livre raconte l'histoire d'un gamin qui a 7 ans et demi qui perd son père. Mon père et moi, j'avais 7 ans et demi et j'ai été en décrochage scolaire. Donc, je suis à la grande école de Poto-Poto. Je suis un enfant de Poto-Poto. Je suis renvoyé de la grande école de Poto-Poto parce qu'on estimait que j'étais devenu bandit. Je ne suis plus, je fuguais. Et puis, je suis devenu enfant docker. J'ai fait partie des premiers enfants docker de ce pays. Ce qu'on appelait, puisque tout le monde est mort, je suis le seul rescapé. Ah tout le monde est mort. Ouais, ils sont tous morts. On appelait Banaïmwa. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir eu un cousin, Germain, un grand frère, qui avait été élevé par mon père, qui était maréchal des logis, d'abord à Jacob et puis à Madingou, qui m'a tenu la main, qui m'a sorti de cette galère-là, qui m'a sorti de Brazzaville, qui m'a mené
d'abord à Jacob et puis à Madingou, qui m'a Jacob, c'est quoi déjà? C'est un caï? Jacob, c'est un caï. Jacob, c'est Qui m'a rescolarisé. Et j'ai fait le CEP et le concours à l'UDIMA. Et quand j'ai eu le concours, nous sommes revenus à Brazzaville et j'ai été inscrit à Chaminade. Donc, si je n'avais pas eu ce monsieur-là, d'abord, je ne sais même pas si je suis encore vivant, mais si j'avais été vivant, ça aurait été maintenant, peut-être je serais devenu un Koulouna. Donc, c'est pour dire que même les Koulouna, on peut les rattraper. Hein? Ils partent de la misère sociale. Le socle du Koulouna, c'est la misère sociale. C'est la faillite de la cellule familiale. Vous voyez? Si je n'avais pas eu ce monsieur, mon grand frère bon au Cana, d'abord, je n'aurais pas fait d'eux. Mais qui aurait pu penser que moi, je serais devenu un médecin? Vous savez que dans mon quartier à Poto, il y a des mamans, encore qu'il n'y en a plus beaucoup, quand elles me voient, elles se posent la question, est-ce que moi, je suis réellement médecin? Est-ce que je pouvais devenir médecin? Ce n'est pas possible. Pour être dans leur tête, j'étais un enfant totalement perdu pour ne pas faire la médecine. Aujourd'hui, je suis bon, c'est peut-être un peu prétentieux, un des grands médecins de cette Afrique-là. Puis c'est moi qui forme tous les cancers de l'Afrique noire. Il n'y en a pas beaucoup, c'est moi qui les forme. Que vous le vouliez ou pas, c'est moi qui les forme. Hein? Vous formez les Sénégalais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Béninois, les Guinéens, les Maliens, les Congolais de la RDC aujourd'hui, les Centrafricains, les Gabonais, les Camerounais. C'est moi qui les forme. Voilà. Mais qui aurait pu penser que Nkwamon, là, qui avait été envoyé à la grande école de Poto, pouvait devenir, donc Nkwamon qui est assis en face de vous, en train de parler, en train de griffonner des livres. Pas d'écrire des livres, mais de griffonner des livres. C'est Mabangou qui écrit des livres, parce que lui, c'est un grand savant, celui-là. Et moi, j'essaie de griffonner. Moi, non, je n'ai pas la prétention de dire que je suis écrivain, je griffonne. Donc, vous pensez qu'il y a encore de l'espoir pour ces Koulouna. Mais qu'est-ce que doivent faire les parents ou encore le gouvernement pour accompagner ces enfants qui sont dans la rue? Il y a des enfants qui sont jetés. Vous avez parlé de la misère, mais d'autres, ce n'est pas la misère. Il y a des parents qui sont riches, mais ils sont dans la rue. C'est notre travail à nous tous. C'est le travail de tout le monde. Des parents, de l'école, des amis, de tout le monde. Le soubassement de ce phénomène-là, c'est souvent la misère sociale. Quand un enfant est en décrochage scolaire, c'est parce que les parents parfois n'arrivent pas à assumer. Ou les parents ont abdiqué, les parents ont abandonné. Mais un enfant qui est dans un environnement digne de celui-là, de ce nom-là, et un environnement structuré, où il peut aller à l'école, il peut avoir un bout de pain le matin, il peut manger à midi, il peut manger le soir, et c'est difficile que cet enfant-là dérive. Vous voyez? Et quand vous voyez dans nos quartiers, les parents parfois pousser leurs enfants à aller vers la prostitution. Le papa voit sa fille dormir jusqu'à 10 heures. Mais yo, la mougité, c'est la moussala. Mais quel est le boulot que ta fille allait faire? C'est la prostitution. C'est parce qu'elle va ramener un peu d'argent le soir, vous allez manger les mabongos à la maison, vous êtes content. Mais non, c'est difficile pour un enfant. Mais quand on rentre dans ce jeu-là, c'est fini. C'est un cercle infernal. Bon, aujourd'hui, l'État est en train de faire des efforts considérables. Le ministre Hugues Ngolondele, qui est le patron de la jeunesse, a réussi à construire à Madingou, du côté d'Aubeville là-bas, un endroit que je connais très bien, une belle structure qui va accueillir les enfants. En conflit avec la loi. Voilà. Donc, on va réinsérer les gamins. J'ai bon espoir que les gamins, une fois réinsérés, seront les meilleurs citoyens de ce pays. Un enfant qui a été réinséré, qui a connu la galère, qui a connu la rue, qui a connu le crime, à qui on a dit il ne faut plus faire comme ça, qui a été rescolarisé, et qui redevient un vrai citoyen, cet enfant-là sera le meilleur citoyen de ce pays-là. Et moi, j'ai bon espoir qu'il y ait plusieurs Nkwamon parmi ces enfants-là. Professeur, nous tournons cette émission dans un contexte particulier parce que c'est le contexte lié à l'investiture du président réélu. Il sera investi, il a été élu sur la base d'un projet de société. Et le projet s'appelle Accélérons la marche vers le développement. Le développement, c'est aussi la santé parce qu'il y a un programme qui a commencé depuis longtemps, que vous connaissez, le programme Santé pour tous, qui vise donc à améliorer les conditions avec les conditions des infrastructures et la qualité des soins, etc. On a vu comment les étudiants étaient envoyés à Kiba, ils sont revenus, à inaugurer les hôpitaux généraux à Ouesso, à Sibiti, etc. Vous, en tant que quelqu'un du domaine, spécialiste en cancérologie médicale, comment vous lisez tout ça? La construction des infrastructures, les étudiants qu'on envoie à Cuba qui reviennent et qui travaillent dans les structures. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Bon, je crois qu'il faut rendre hommage au ministre Ibovi qui avait eu l'intelligence d'envoyer beaucoup de jeunes en formation à Cuba. Nous sommes un pays où la couverture sanitaire est très insuffisante. Quand vous allez à Kakamoka, je ne suis même pas sûr que vous y trouvez un gynécologue, un chirurgien. Je crois que c'était une bonne idée de faire ça. Mais il faut l'organiser autrement. Ces jeunes-là qui rentrent, ils doivent aller en immersion.
peut-être de passer peut-être 18 mois dans des structures où il y a des seniors pour continuer à s'améliorer. Mais ce n'était pas mauvais de faire ça. Maintenant, quand je regarde l'environnement sanitaire de notre pays, je suis parfois dubitatif. Parce que nous sommes restés accrochés à la politique de santé des années 60 alors que la médecine a changé. Vous voyez, moi je pense qu'aujourd'hui on peut faire autrement. Mais c'est le travail des cadres que le président va choisir autour de lui. S'il m'avait été demandé de penser, par exemple, d'organiser une structure de santé à Brazzaville, je prends l'exemple du CHU, est-ce qu'on continuerait à injecter de l'argent dans ce CHU alors que cet hôpital a été conçu dans des années où la médecine n'est pas celle qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la chirurgie est robotisée. Est-ce qu'on peut mettre dans cet hôpital un circuit de la robotisation chirurgicale? La réponse est non. Mais il faut être violent vis-à-vis de soi-même. Il faut se faire violence. Moi, je serais enclin à dire on se fait mal. On sait que le terrain du CHU part vous appelez ça communément l'asile psychiatrique, en fait, le service de psychiatrie. En passant par les sapeurs-pompiers, donc la Rumboshi, les rails et derrière la morgue. C'est le terrain du CHU. C'est le terrain de l'université. On peut dire, soyons courageux. Mon frère Roming a construit des écoles, hein, en 3-6 mois. Moi, je vois ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Je ne fais pas l'apologie d'Ominga, parce que quand quelqu'un fait bien, il faut le reconnaître. Il fait bien. Voilà. On peut dire, on exproprie les gens qui ont construit, enfin qui vivent là, on le cherche. Oui, qui ont acheté autour là. Voilà. On épargne dans Guédois. L'école, oui. Et on reloge ces gens-là. Et on casse tout. Pour construire ce qu'on appelle un campus universitaire. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce campus universitaire? La faculté de médecine. Vous savez, la faculté de médecine n'a pas de locaux. Elle fait ça, là? La faculté de médecine n'a pas de locaux. Moi, là où j'ai fait médecine, c'était l'INSA. Et nous squattons les locaux du CET. Quand M. Bouramoué, ce savant, met en place cette faculté de médecine, on appelait l'Institut supérieur des sciences de la santé, il n'y avait pas de locaux. Donc, on peut construire la faculté de médecine là, on aura cassé. Mais attention, il n'y a pas de faculté de médecine. Un pays moderne doit avoir une faculté de pharmacie. Et vous créez une faculté de pharmacie. Mais un pays moderne doit être capable de produire des dentistes. Il faut créer une faculté de chirurgie dentaire. Donc, vous avez la fac de médecine, la fac de pharmacie, la fac de chirurgie dentaire. Et puis, vous mettez en place un centre, votre CHU. Le CHU. Pas beaucoup de lits. 350 lits, c'est suffisant. Mais vous pouvez dire, on va aller un peu plus loin. Vous pouvez mettre en place un institut de lutte contre les cancers. Un centre anticancéreux non loin de là. Vous voyez, vous pouvez mettre en place d'autres structures. Et puis, vous construisez des bâtiments administratifs. Vous mettez en place l'internat. C'est-à-dire que tous les étudiants qui sont en 7e année de médecine vivent à l'hôpital, à l'internat. Donc, vous avez une main-d'œuvre gratuite. Quand il y a des soucis, tout le monde est là. Vous créez ce qu'on appelle le RISDANA. C'est-à-dire que vous prenez les 5 meilleurs médecins en formation de spécialité. Ils vivent à l'hôpital, dans leurs appartements. Et puis, vous construisez les maisons des recteurs, des doyens, de quelques seniors, un complexe sportif, une salle de spectacle, voilà. Un campus universitaire, comme on les voit là à Singapour, comme on les voit en Malaisie. Et vous pouvez me croire, mais plus personne ne quittera ce complexe-là. Et on va faire la vraie médecine là-dedans. Mais ça, c'est mon rêve. Hein. Je n'ai pas dit qu'on va faire ça. Hein. Professeur, vous êtes quelqu'un du domaine, mais le regard aussi extérieur, lorsqu'on écoute les Brazzavillois parler, les Congolais en général parler, ils disent qu'il y a aussi un problème de compétence dans nos hôpitaux, que nos médecins ne sont pas compétents. Bah, je vais vous répondre. Alors, est-ce que vous dites que je ne suis pas compétent? Non, mais je parle de ce qu'on dit en général. Mais je suis médecin congolais. Bon, maintenant, je vais vous aider. Est-ce que vous savez qu'en Île-de-France, dans les banlieues françaises, la plupart des chefs de service sont des Congolais. Vous savez ça? Oui. La plupart des chefs de service en Île-de-France, dans des provinces françaises, la plupart sont des Congolais. Ce sont les jeunes que nous avons formés ici à Marin-Ngouabi. Bon, allez dire à ces gens-là qu'ils ne sont pas compétents.
Non, ne confondez pas les choses. Si vous n'avez pas les plateaux techniques, comment voulez-vous que les gens fassent des miracles? Si vous donnez les outils aux gens, ils vont travailler. Si vous ne me donnez pas mon outil à moi, comment voulez-vous que je travaille? Mais déjà, il faut leur rendre hommage. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Moi, je suis médecin, je vois comment on travaille, c'est compliqué. Quand il vous manque même le minimum, c'est très compliqué. Quand le gouvernement essaie de donner de l'argent pour faire des choses, mais qui ne se font pas, mais c'est compliqué. Hein? Donc, remettons les choses à l'endroit, soyons un peu plus sérieux, un peu plus conséquents, et soyons un peu plus patriotes. On peut relever la médecine dans ce pays. Ce n'est pas compliqué. Si vous avez des baroudeurs, en 1 an, 2 ans, on peut relever les ponts de la médecine dans ce pays. Ce n'est pas compliqué. Ça, on peut le faire. Professeur, le nouveau mandat du président réélu a commencé. Si, par exemple, en tant que patriote, on fait appel à votre expertise, par exemple dans le gouvernement ou un poste de responsabilité, est-ce que vous pourriez changer les choses en un temps record? Mais moi, je ne suis pas un homme politique. Hein. Donc, est-ce que je réponds aux critères du choix? Je vous renvoie à l'émission de M. Galébaï. Hein, comment les gens sont choisis. Donc, il faut réécouter son émission. Mais non. Parmi ces critères, il y a aussi la compétence qui est là. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup plus de compétences. Est-ce que parmi tous ceux que nous gèrent là, ont la compétence? Parfois, je m'interroge. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais parfois, je m'interroge. Maintenant, si le choix est porté sur la modeste personne en Kwambon, si c'est pour accompagner le président de la République, parce qu'il pense qu'on doit être à ses côtés pour l'aider, on fera le job. Là, vous êtes en train de solliciter. Non, il répond. Je ne sollicite rien. À la limite, je peux être à côté. Si les gens pensent qu'on peut leur produire des idées, on sera là pour produire des idées. Mais je suis congolais. Si je dois produire des idées pour que les choses changent, je les produirai. Je ne peux pas ne pas produire des idées si on me le demande. Ce n'est pas possible. Maintenant, si on dit qu'on va aller gérer ça, on ira gérer. Mais gérer, pourquoi faire? Si c'est pour ne pas avoir des résultats, ça ne sert à rien. Moi, je suis pour que quand on vous nomme, 2 ans plus tard, vous devez être évalué. Si vous n'avez pas de résultats, vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes tocards pendant 15, 20, 25 ans et qui n'ont pas de résultats, qui continuent à travailler. Non. Ça tue le pays, ça. À la limite, on n'aide pas le président. Il faut l'aider, il faut l'accompagner. Le président de la République ne peut pas tout faire. Il identifie des hommes et des femmes qui vont appliquer sa politique, mais c'est à eux de faire le job. Maintenant, s'ils ne font pas le job, il faut qu'ils aient la décence de dire, bon, monsieur le président, ici, je n'ai pas pu faire mon travail. Est-ce que je ne peux pas aller faire autre chose? Vous décrivez beaucoup de choses qui sont vraies aussi, mais il y a un aspect qu'on entend dans la rue. Les médecins théorisent d'abord l'argent au lieu de la vie humaine. Que dites-vous? C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette question a un rapport avec cet ouvrage, hein, le premier ouvrage qu'on a présenté, Quand la vie reprend ses droits, puisque cet ouvrage met en relation le côté humain et puis la médecine, qu'on privilégie plus l'argent que bon. On revient sur le comportement déviant. Oui, ça dit que les médecins sont tout le temps attaqués, alors que la plupart des médecins que je connais font très bien leur travail. Les médecins font très bien le travail. Encore une fois, le médecin ne sort pas dans notre moule. Hein. C'est le même moule congolais. Hein. Vous voyez, moi je suis père de famille. Est-ce que tous mes enfants ont le même comportement? La réponse est non. Il y en a qui sont fougueux, il y en a qui sont plus tempérés, il y en a qui sont peut-être un peu plus audacieux, il y en a qui sont peut-être un peu plus braillards, il y en a qui sont peut-être un peu plus cash que moi. Mais on n'est pas pareil. Bon, Dieu merci, j'ai peut-être des enfants bien élevés. Mais il y a des gens qui ont parfois des enfants qui connaissent quelques difficultés. Donc c'est pareil pour les médecins. C'est la société qui est comme ça. Il y a des policiers qui sont très bien. J'en connais énormément. J'ai beaucoup d'amis policiers qui font un magnifique travail. Mais combien de fois je l'échange avec eux quand ils décrivent des comportements un peu déviants de certains policiers? Ou bien aller en douane. Allez même au beach. Hein? Allez aux impôts. Partout, c'est la société. Il faut qu'on la remette à l'endroit et on peut le faire. Vous dites des bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour le pays, pour accompagner le gouvernement, par exemple? Parce que ce que vous dites, c'est vrai. Je sais que vous n'êtes pas dans le gouvernement, mais qu'est-ce que vous faites pour accompagner les Congolais qui sont malades? J'ai formé tous les consoleurs congolais, c'est déjà bien. Vous connaissez les gens qui ont formé beaucoup de personnes? La formation gratuite? Je suis enseignant du supérieur, je forme les médecins. Tous les profs de cancérologie du Congo, là, ce sont mes élèves. Est-ce que vous ne devez même pas me payer pour ça?
Hein? Si vous dites que je n'ai aucune décoration, vous allez me croire? Mais j'ai formé tout le monde. Aucune décoration? Mais non, je n'ai jamais été décoré dans ce pays. Peut-être que cette émission sera peut-être le déclic pour que Non, mais pour qu'on pense aussi. Non, c'est même pas mais peut-être que important. parce qu'on ne vous connaît pas. Peut-être que non, parfois. Ce n'est même pas important. Ce qui est important, c'est le travail que je fais. Vous savez, ma fierté à moi, c'est d'avoir une reconnaissance internationale. Vous savez, quand je vais au Burkina Faso, quand je suis accueilli, je dis, mon Dieu, c'est moi qu'on accueille comme ça. Quand je vais à Abidjan, les gens m'attendent à l'aéroport. Quand je vais à Dakar, c'est pareil. Quand je vais au Bénin, c'est pareil. Mais on n'est jamais prophète chez soi. Comment? On n'est jamais prophète chez soi. Pour moi, la reconnaissance n'est même pas celle du Congo. C'est celle que j'ai de l'extérieur. Parce qu'on a formé... Vous savez, j'ai été contacté il n'y a pas très longtemps par des amis de la RDC et qui veulent qu'on organise le plus grand congrès de cancérologie de l'Afrique noire en 2027 en RDC. Et derrière l'idée, il s'est développé un hub de cancérologie là-bas. C'est-à-dire que mettre en place une grande structure de cancérologie à Kin pour que les malades de la cancérologie de l'Afrique centrale, de l'Afrique noire, aillent se faire soigner là-bas. On est en train d'y réfléchir. Mais je suis congolais. Il y a des choses que moi je peux faire pour mon pays. Vous allez me dire que la RDC, c'est aussi chez moi. Donc, vous êtes un citoyen du monde, un citoyen de l'Afrique. Bon, et puis, je serais faire offense à mon épouse qui est la RDC. Hein? Non, mes enfants sont les Haïko, donc ils ne sont pas qu'ici, ils sont également de l'autre côté. Donc, si je fais là-bas, ça veut dire que j'ai fait ici. Mais pour moi, l'idéal serait qu'on fasse ici. Mais est-ce que les gens ici, est-ce qu'on a besoin de ça? J'en sais rien. Hein? Lorsque vous parlez de ça, de l'évolution de la science, quelle place occupe la recherche dans l'évolution de tout ce que vous dites là? L'évolution de la science, l'évolution de la médecine chez nous. La recherche. Bon, alors j'ai écrit... Est-ce que c'est important quand même la recherche? J'ai écrit un livre, Réinventer les universités du Congo à l'ère de l'IA, du Big Data et de l'innovation technologique. Un pays qui n'a pas une université performante est un pays qui ne peut pas se développer. Quel est le rang de nos universités dans le concert des nations? Allez regarder. Hein. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. J'ai honte de ça. Parce que je suis universitaire de mon pays. Est-ce qu'on peut faire autrement? On peut faire autrement. Mais pour faire autrement, il faut réinventer l'université. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que si on met en place dans ce pays un organisme pour contrôler ou gérer les curricula des enseignants du supérieur, nombreux d'entre nous seront mis dehors. Ah bon? Ça veut dire que même ceux qui nous forment ne sont pas bien formés eux-mêmes. Est-ce que tout le monde a le profil pour être un enseignant? Regardez les contenus pédagogiques aujourd'hui. C'est compliqué, ça. Mais il faut réinventer tout ça. Vous avez une école comme l'ENSAF. Mais devait être une école pourvoyeuse d'emploi. 10 000 hectares ou 20 000 hectares de champs où les gens vont aller faire des expérimentations là-bas. Et ça crée de l'emploi. On vend, on gagne de l'argent. C'est leur argent à eux. Ils mettent un peu à l'université, mais le reste, ils gardent chez eux là-bas pour soutenir des projets de recherche. Vous prenez la fac de médecine, il faut dire des médecins, c'est déjà bien. Mais l'école de sport, mais si on avait des petites écoles de formation à gauche, à droite, mais aujourd'hui, on serait enclin à vendre des joueurs dans des grandes équipes à l'étranger. Les Mbappé, on en aurait beaucoup ici. Vous voyez, si vous vendez 2 Mbappé et qui vous rapportent à peu près 4 millions d'euros, ben c'est beaucoup d'emplois de créer à Brazzaville. Hein. L'université doit être capable de créer des emplois. Pour créer des emplois, il faut faire de la recherche. Il faut avoir des parcours, il faut avoir des filières qui vont vers la création d'emplois. Vous avez aujourd'hui l'IA qui va vous créer de nouveaux métiers. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Hein. Je ne vais pas faire offense à mes amis de la sociologie ou de la philosophie ou de l'histoire. Quel est l'intérêt de former 2000 sociologues dans le contexte actuel? Pour faire quoi? On a besoin de sociologues, oui, mais pas beaucoup. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que dans 20 ans, on n'aura presque plus besoin de médecins? Avec la télémédecine qui existe. Dans la télémédecine. Mais l'IA est en train de nous supplanter. Il y a déjà des métiers de la médecine qui sont en train de disparaître. Je prends maintenant le métier de la radiologie. C'est un métier qui va disparaître. On aura besoin des manipulateurs radio pour produire des clichés. Mais les gens qui vont interpréter les clichés, on n'en aura plus besoin. Parce que le big data, qui consiste à matcher les images, parce qu'on va prendre nos images, on va les matcher avec 2 milliards d'images dans les machines, on a le diagnostic le plus précis.
Donc, on n'a plus besoin de quelqu'un qui va passer son temps à regarder. Non, c'est fini ça. C'est pareil pour les anatomopathologistes. Demain, on n'en aura plus besoin. Peut-être 2 ou 3, mais plus beaucoup. C'est comme pour les cancérologues. Demain, on n'aura plus besoin de cancérologues. ChatGPT, par exemple, est plus intelligent que moi. Vous savez, hier, moi, pour faire un diagnostic, je mettais autour de la table 10, 15 personnes. On fait ce qu'on appelle la réunion de consultation pluridisciplinaire. C'est moi qui l'ai installé dans ce pays. Quand je suis venu de la Belgique, c'est moi qui l'ai installé dans ce pays. Les gens n'en voulaient pas. C'est moi qui l'ai imposé ici. Donc, on discutait pendant une journée entière, parfois pendant 1 semaine, 2 semaines, pour trouver le bon diagnostic et le meilleur traitement. Aujourd'hui, avec les mêmes informations, ChatGPT, en moins d'1 minute, me donne le diagnostic et le traitement. Donc, il est plus fort que moi. Donc, ça veut dire que demain, on n'aura plus besoin de moi. Donc, moi, je ne peux pas conseiller à un enfant de faire médecine. Ça sert à quoi? C'est rien. Jean-Bernard Kwambon, c'est aussi ce qu'il a fait. Ismaël posait tout à l'heure la question, qu'est-ce que vous avez fait pour le pays? Vous avez une clinique qui s'appelle Polybras, qui est aussi spécialisée dans le traitement des cas de cancer. Est-ce qu'on peut parler de cette clinique? Elle a été implantée quand? L'idée vient d'où? C'est une structure qui remonte à près de 4 ans maintenant. C'est parti d'une petite observation. Je suis dans un quartier nord de Brazzaville, il n'y a pas beaucoup de structures. Avant, il y avait même pas de tête de combo. Je dis, bon, on va aider les populations. Et puis, on a mis en place cette structure-là. En fait, c'est une structure, à la limite, clinique un peu maison. C'est très familial. C'est une conception de mon épouse. Mon épouse est chef de service de gériatrie en Belgique. Donc, quand elle est arrivée ici, elle dit, c'est pas normal que là, dans cet environnement-là, qu'il y ait même pas une petite structure pour prendre en charge des petits bobos. Voilà Polybras. Mais aujourd'hui, Polybras a beaucoup progressé. Et donc, il est question aujourd'hui de mettre en place les soins palliatifs. C'est-à-dire que prendre des malades en très grande difficulté que les parents ne peuvent pas gérer, qu'on nous les gérons là. Mais donc, c'est à vous de nous aider, aller chercher l'argent pour que les parents ne dépensent pas toujours l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une caisse, et quand le malade arrive, mais c'est cette caisse-là qui va aider les malades à être suivis. Un peu de morphine, un peu de médicaments contre les nausées, les médicaments pour soigner les plaies, tout ça là. Il s'agit de ça. Comment vous avez résisté à l'épreuve du temps avec Polybras? Parce que Polybras a grandi justement. Il n'y a pas qu'une seule clinique aussi. Polybras est implanté à Poto-Poto, à Makabandilou également. Non, ici. on a tout ramené ici. Parce que comme je vis maintenant à Makambadilou, je dis on ramène tout à Makambadilou. Mais ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Les Congolais sont difficiles. Hein? Est-ce que vous savez que parfois on vient jeter les malades ici? On dit bon, tu l'embi, on abandonne ici. Hein? Là, dans la rue. Là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous traitez gratuitement? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Non. Mais c'est l'occasion de ça. Là, on a besoin des partenaires, surtout pour les soins palliatifs. Gérer la fin de vie. Si la fondation MTN peut nous aider, si la fondation SNPC. RTL peut nous aider, si la fondation SNPC peut nous aider, ils peuvent travailler avec nous. Hein. Venir voir un peu ce qu'on fait. Dire, bon, voilà, c'est difficile de gérer des malades parce que là, les parents sont essoufflés, ils ont déjà dépensé le peu qu'ils avaient. On vous alloue pour chaque malade telle somme. Et par an, si vous gérez 100 malades ou 200 malades, X somme, monsieur par X malades, on vous la dépose dans un compte et vous gérez. Ça va nous aider. Professeur, j'ai eu un témoignage il y a quelques jours d'une dame qui était atteinte du cancer, mais elle dit qu'à Brazzaville, ici, c'est difficile de faire tous les examens liés au cancer. Il était contraint d'aller à l'extérieur, parce qu'ici, il n'y en a pas. Est-ce que, même au CHU, vous étiez chef de service là-bas, à Polybras, on peut trouver tout ce qu'il faut pour traiter les malades du cancer ici? Non, la réponse est non. Parce que le cancer, c'est à la fois le diagnostic et le traitement. Est-ce que nous avons tous les outils pour le diagnostic? La réponse est non. On peut mettre un nom sur une pathologie, un nom du cancer sur une maladie. Mais est-ce qu'on a tous les éléments, toutes les informations nécessaires qui vont conditionner la prise en charge thérapeutique? La réponse est non. C'est pour ça qu'on fait parfois appel aux compétences extérieures. Si je prends la radiothérapie, par exemple, qui est une arme essentielle du traitement du cancer, nous n'avons pas. Hein? Nous n'avons pas. Donc les malades vont au Maroc, vont en Afrique du Sud, vont chez mon ami là à Soulou, à Kinganda pour la radiothérapie. Il y en a qui partent en Inde.
L'idéal serait que nous ayons un institut du cancer dans ce pays pour que nous prenions de manière holistique toutes les pathologies liées au cancer. C'est faisable. On peut le faire. Alors, professeur, on va certainement vers la fin de cette émission. On a parlé de vos différents ouvrages. Voilà, ils sont nombreux là, ces ouvrages. Est-ce que vous avez des ouvrages en boîte qui ne sont pas encore sortis? Mais écoutez, il y en a qui sont déjà même sortis. J'ai écrit un livre qui s'appelle Silence, le silence du médecin, face à une maladie extrêmement grave. Et je dis, est-ce que c'était suffisant? J'ai voulu comparer ce silence avec le silence du philosophe, avec le silence du sociologue, avec le silence de l'historien. J'ai écrit un autre livre, L'oncologue africain face à l'épreuve de la maladie. C'est-à-dire que ce que le cancérologue vit par rapport à la maladie, le contexte culturel, le contexte structurel, le contexte socio-économique, ça c'est déjà sorti. J'ai écrit un livre qui s'appelle Fragilité. Qui est déjà sorti. Fragilité. C'est une expérience vécue avec un ami malade, d'ailleurs qui est co-auteur du livre. Le livre est sorti, La fragilité humaine. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une minute à une autre d'un état de bonne santé à un état morbide. Vous voyez? J'ai écrit un livre, le CHU africain moderne, à l'ère de l'IA, de Big Data et d'innovation. Il va sortir là. Bon, donc j'ai quelques livres comme ça en boîte. Hein. Vous voyez? Donc, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et est-ce que tous ces livres-là sont accessibles, en fait? Est-ce qu'on peut les avoir dans les rayons partout, dans les librairies? Là, il faut les commander. Ceux-là. Par exemple, pour une fin de vie digne, ça, on peut trouver ça partout? Il faut le commander sur Amazon ou chez l'Armatan. Quand la vie reprend ses droits. Ça, vous pouvez l'acheter aux éditions ASD, en face, croisement rue Kelly Avenue de la Paix. Merci beaucoup, Ismaël. Dernière question? Il n'y en a pas? Non, Dernière question? Peut-être le professeur a un message particulier à l'endroit des lecteurs, des livres. Et des patients qui nous suivent en ce moment. Bon, alors, malheureusement, aujourd'hui, les Congolais lisent très peu. Il n'y a pas que les Congolais. C'est le monde hein, qui lit très peu, avec tout ce qui est TikTok, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Facebook. Les gens lisent de moins en moins. Mais l'idéal pour moi, sur le livre, là, le parcours d'enfant de Kototo, le jour où tous les élèves le liront dans des écoles, je veux dire on aura gagné quelque chose. Parce que nombreux d'enfants vont prendre sur eux l'image qui est la mienne. Comment cet enfant de 7 ans qui a été renvoyé dans l'école de Kototo a devenu un enfant docker, donc comme on appelait la Banaïmbois, donc un enfant voyou. C'est un enfant voyou aujourd'hui, je serais peut-être Kuluna. Comment cet enfant a fait pour devenir le grand monsieur qu'il est devenu aujourd'hui? Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation pour le passage à Motamo. Nous espérons que dans les jours à venir, nous reviendrons encore pour parler d'autres livres qui vont sans doute sortir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.